Bienvenue à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, table ronde sur le sujet de la découvrabilité des artistes en développement dans l'industrie musicale actuelle. Donc nous, l'idée de cette table ronde, elle est venue d'un travail qu'on a fait sur le Discovery Mode de Spotify qui a ouvert un débat assez important au sein de l'industrie musicale. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Discovery Mode, c'est un outil algorithmique qui a été lancé en 2021 par Spotify et qui est basé un peu sur le même système que les playlists, c'est-à-dire que ça propose un titre au consommateur et plus le consommateur le laisse tourner, plus il va être proposé à d'autres. Et inversement, moins il est laissé jouer, moins il va être proposé et il est même supprimé. Donc, la plateforme, elle, pour les artistes, elle annonce au cours du premier mois plus de 50% de sauvegarde, plus 44% d'ajouts à une playlist et plus 34% d'abonnements. Le tout contre 30% de commissions sur les streams générés grâce à cet outil. Donc en fait, si cet outil, c'est un levier important, ça permet de faciliter la captation d'une audience, d'une nouvelle audience pour les artistes, mais ça interroge aussi les acteurs sur les contreparties vis-à-vis de l'utilisation de ce programme. Et donc, à partir de cet exemple-là, nous, on va se poser la question de la nécessité des artistes et de leur entourage d'utiliser ce type d'outils. Et on va aussi questionner la restructuration de l'intermédiation de l'industrie et le rôle des majors dans l'accompagnement des artistes. Donc, on va évoquer la découvrabilité des artistes émergents, comme j'ai pu le dire, à une époque où les gens écoutent toujours plus de musique. Et donc, nos intervenants sont ici pour débattre de cette question et des enjeux autour des modèles de production, de création et de promotion de demain. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. Ok, je me rapproche du micro. Non, c'est bon. Benjamin, alors je travaille à FGO, Barbara et les Trois Baudets, qui sont deux établissements de la ville de Paris. Et je me charge de la coordination du pôle création artistique qui met en place les différents dispositifs de soutien à l'émergence, justement, et aux artistes en musique actuelle. Voilà, je pourrais développer un peu plus après. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Alou, je suis dans la catégorie des jeunes artistes émergents, on va dire ça comme ça, autoproduits, donc je suis totalement dans les problématiques actuelles voilà, que Mathis a citées. Et je suis aussi un peu dans le marketing par mes études, donc du coup j'ai un peu cet aspect, c'était mon sujet de mémoire de 4e année, donc j'ai pu rencontrer pas mal d'intervenants afin de discuter de ce sujet. Voilà un peu tout. Bonjour tout le monde, moi c'est Brice, je suis journaliste musical. J'écris à la fois en fait pour des médias grand public et des médias spécialisés sur le rap. Je suis journaliste donc pigiste, c'est-à-dire que j'écris pour différentes rédactions. Donc j'écris pour Libération, Society et en spécialisé, j'écris depuis 11 ans pour un média sur le rap qui s'appelle l'Abécédaire du son et j'interviewe beaucoup d'artistes émergents sur ce média-là. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Clémence Barbaresi et je suis label manager chez Spectaculaire, qui est un label indépendant de musique, avec notamment des artistes comme Dinos, Dossé et Momsi Esteban. Mais du coup, merci à tous d'être venus, merci beaucoup. Et du coup, on va commencer par la première question, c'est selon vous, comment vous définiriez la découvrabilité ? Waouh. Alors, est-ce que toi, tu en as déjà une définition exacte ? Ouais, non. Moi, c'est pas moi le sujet, mais... Non, mais oui, c'est pas la meilleure question, mais... Non, mais moi, comment je définirais ça ? Ouais. C'est je pourrais dire la manière de comment aujourd'hui on fait pour découvrir les artistes. En gros, c'est un peu... C'est ça. Ouais, peut-être. Moi, je sais pas. Non. En fait, je vais être franc, hein, je n'avais jamais entendu ce mot avant de lire votre intitulé de conférence. Ouais. Donc c'est intéressant. Comment la définirait ? Alors, moi, je partirais sur le fait de comment moi je découvre de la nouvelle musique, quels sont les moyens avec lesquels je peux découvrir de la nouvelle musique. Tu as parlé des plateformes, tu as évoqué Spotify avec le Discovery Mode. Moi, je vais parler juste par mon prisme à moi qui travaille dans la musique. La manière dont je découvre les artistes, c'est par mon métier, quoi. C'est-à-dire que si tu me poses, est-ce que tu écoutes beaucoup de musique ? Oui, j'écoute beaucoup de musique. Est-ce que j'en écoute beaucoup pour mon plaisir ?
Moyen, c'est-à-dire que c'est pas, j'en écoute tellement qu'en fait c'est un peu compliqué de pouvoir aussi prendre un moment comme vous pouvez faire, par exemple être chez vous, écouter un album ou voilà. Je sais que les moments, on va dire, où j'écoute de la musique de manière la plus naturelle et vraiment sans enjeu, c'est quand je prends le métro, que j'ai mes écouteurs ou ce genre de choses. Après, voilà, j'écoute. Je finis juste là. Voilà. Après, je découvre beaucoup d'artistes parce que en fait, par le biais de mon travail, j'ai un peu une photographie un peu de ce qui se passe, des tendances, parce que je lance des appels à candidature, comme je vous disais, d'accompagnement. Donc, j'ai énormément d'artistes qui viennent s'inscrire sur ce type de dispositif. Et mon biais à moi pour découvrir la musique, c'est pas les playlists, c'est pas sur les plateformes, etc. C'est vraiment par l'intermédiaire de la plateforme qu'on a créée chez nous, ou en fait, qui sert qui permet aux artistes de s'inscrire. Où là, j'écoute, je sais pas, pour vous donner un exemple là, on a fait le bilan, on a reçu 1004 candidatures, par exemple, l'année dernière. Donc, c'est 1000 projets que j'ai dû écouter dans l'année. Et voilà, je ne sais pas si je réponds du tout à ta question. Ouais, bien sûr. En tout cas, j'ai compris plutôt de la manière dont, en fait, comment moi, j'apprends de la musique et comment je découvre les groupes. Finalement, parce que j'y suis, c'est dans le cadre de mon travail. Est-ce que la notion de plaisir aussi, elle se questionne là-dessus? Ouais. Mais en tout cas, voilà. Moi, par rapport à ta question, je dirais que la vraie question qu'il y a autour de ça, c'est comment aujourd'hui, en 2025, on fait en tant qu'artiste pour se faire entendre, se faire justement écouter par les gens, sachant que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes, vu que les moyens de faire de la musique se sont largement simplifiés. Ce qui est très bien, avec un ordi et une carte son et GarageBand, on peut sortir des morceaux sur Internet. Sauf que effectivement, du coup, ça noie un peu ta proposition dans un espèce d'océan d'artistes et de morceaux qui existent. Et on le voit tous les vendredis. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, je voyais 2 ou 3 nouveaux albums qui m'intéressaient chaque semaine. Et aujourd'hui, j'en vois 10 par semaine. Et c'est vrai que moi, en tant que journaliste, par exemple, quand on est journaliste musical, on reçoit des communiqués de presse ou des mails d'attachés de presse qui vont nous parler de nouveaux morceaux qui vont sortir, de nouveaux artistes qui vont sortir. Et c'est vrai que dans mes mails, j'en reçois des dizaines et des dizaines par jour. Et c'est pas parce que je suis Mehdi Maizi, c'est juste qu'il y a beaucoup d'artistes. Et c'est vrai que je me dis que si j'étais artiste aujourd'hui, je me dirais, mais comment je peux faire en fait pour qu'on puisse entendre ce que j'ai envie de proposer? Et j'ai l'impression que je sais pas si c'est plus dur qu'avant, mais qu'il faut être plus ingénieux et avoir mieux conscience de comment fonctionne aussi l'industrie musicale, comment fonctionnent les médias. J'ai l'impression qu'il faut plus s'intéresser à ça qu'avant. Ce que certains artistes, je pense à raison déplorent, disent moi je suis là pour faire de la musique, j'ai pas signé pour faire community manager de mes réseaux sociaux ou pour faire des TikTok et savoir comment en faire pour qu'on s'intéresse à moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de concurrence aujourd'hui. Et donc, en tant qu'artiste, c'est vrai que la vraie question aujourd'hui, c'est comment j'arrive à ce qu'on s'intéresse à moi, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres artistes aujourd'hui. Et même moi, en tant que journaliste, des fois, je me dis pourquoi, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé, j'ai donné mon attention à tel nouvel artiste par rapport à d'autres. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un attaché de presse que je connais, ça peut être parce que j'ai vu un média que je suis en parler, et ça veut dire que l'artiste a réussi à trouver une porte d'entrée pour que moi je lui intéresse. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile d'attirer l'attention des gens sur sa musique par rapport à avant, quoi, parce qu'il y a plus de concurrence. Exactement. Bon, je pense que Brice, il a bien dit le sujet et où est-ce qu'on voulait aller. Pour moi, où est-ce que je peux découvrir la musique? Ça va être les playlists. En vrai, de vrai, les playlists. Après, nous, on a de la chance en tant que label. Les artistes, ils vont quand même venir à nous. Ça va être sur les mails, sur Instagram, donc les réseaux. Comme disait Brice, les réseaux, c'est devenu très, très important aujourd'hui pour un artiste. S'il veut essayer de se démarquer, s'il veut essayer vraiment de montrer, de mettre sa musique en avant.
Mais je pense qu'aussi aujourd'hui, la musique, elle peut être partout. Donc pour découvrir la musique, il faut vraiment trouver un peu le moyen de toucher tout le monde. Et c'est par n'importe quel moyen. Donc tout ce qui est entertainment, de manière générale, en fait, aujourd'hui, la musique, comme je disais, elle est vraiment partout. Donc non, je pense que il faut savoir un peu se diversifier et trouver des moyens ingénieux, comme il disait Brice aussi. Il a un peu amené tous les sujets de manière ingénieuse, du coup, pour pouvoir toucher la cible de manière différente, quoi. Donc c'est un peu plus cool. Si j'ai un dernier truc à ajouter, c'est un peu... Bon, en vrai, on est quand même sur un principe de loterie, ça a toujours été comme ça, entre guillemets, où t'as l'offre et t'as la demande. Et en soi, aujourd'hui, la découvrabilité, c'est un indice qu'on pourrait genre mesurer par le fait qu'il y a énormément de sons, enfin de titres qui sont publiés chaque jour. Je pense que la découvrabilité, du coup, baisse plus les titres sont publiés sur les plateformes, sur Spotify. Je crois que c'est à peu près 60 000 sons par jour qui sont uploadés sur la plateforme. Et le truc, c'est quoi? C'est que, en vrai, aujourd'hui, on peut quand même toucher beaucoup de monde, mais ça reste assez médiocre, entre guillemets, par rapport à avant, où on avait moins d'offres. Et du coup, les personnes qui se faisaient vraiment remarquer se faisaient remarquer sur le long terme et par une communauté de gens qui, on va dire, interagissaient plus avec la musique parce que c'est des communautés de gens réels, c'est le bouche à oreille, c'est pas vraiment les mêmes moyens qu'aujourd'hui où en vrai, comme on disait, c'est les playlists, c'est un peu plus mécanique, entre guillemets, je dirais. Mais en soi, je pense que la découvrabilité des artistes aujourd'hui, elle est quand même assez haute finalement, quand même par rapport à avant où tu as dit où c'était plus difficile de... Enfin, non, c'est toi qui avais dit ça. Les moyens de production étaient moins accessibles. Ouais. Donc je pense en vrai, la découvrabilité est compliquée, mais elle est possible. Et en gros, je pense depuis on va dire, l'émergence de la musique comme ça, quoi. Enfin, de l'autoproduction en tout cas. Ouais, c'est une évolution, quoi. Genre, c'est différent en fait maintenant le fonctionnement. Mais c'est plus basé sur l'attention des gens en fait, la découvrabilité des artistes, quoi. C'est vrai que là, effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que effectivement, on va dire que tout est saturé, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut faire de la musique, il y a de la musique partout. Toi, demain, si tu as ton ordi, tu t'enregistres. Par contre, ce qui est super, c'est que tu diffuses ton titre, voilà, il peut être écouté par n'importe où dans le monde à la minute où tu l'as posté. Donc effectivement, là, c'est effectivement en termes de volume, d'écoute, etc. C'est compliqué, mais par contre après c'est vrai qu'en termes de, tu peux être découvert par n'importe qui dans le monde, quoi. Enfin, c'est un truc qui est quand même hallucinant. Alors qu'il y a 20 ans, il fallait aller dans les bars pour écouter les artistes. Ça restait dans un instrument, mais où vraiment c'était un microcosme, quoi. C'était à l'époque, moi quand j'ai commencé en label, c'était il y avait quand même internet, hein, donc j'allais voir dès qu'il y avait une date, j'allais en concert dans une petite cave, et puis si c'était intéressant, j'allais contacter l'artiste. Après j'en parlais en label. Si après ça semblait cool, j'organisais un rendez-vous avec l'artiste, le manager, la manageuse. Puis après on pouvait quand même commencer à rentrer dans les négociations de pré-contrat, etc. Mais c'est vrai que ça marchait un peu où c'est l'époque où j'étais Talentscat, où en fait il y avait la démarche quand même de moi je sors de chez moi, déjà il y a un élan physique, je quitte chez moi pour aller écouter de la musique dans un bar, et voilà, exactement. Alors qu'aujourd'hui effectivement finalement la musique, comme tu dis aussi, elle vient à nous, elle est partout, quoi. Et c'est assez impersonnel aussi au final, parce qu'on peut zapper d'un artiste à un autre. Et en fait la découvrabilité peut être haute, mais l'intérêt qui en découle derrière n'est pas forcément proportionnel en fait à avec cette potentielle découvrabilité. Ouais, du coup je pense que ça correspond bien avec la suite, la question de quel levier utiliser, quels sont les leviers les plus efficaces pour se faire découvrir à un plus large public, ou du moins trouver une audience quand on n'en a pas. Et notamment la question de est-ce qu'il faut se tourner vers, par exemple, comme vous parliez des subventions de la mairie de Paris, est-ce qu'il faut du coup se tourner vers des dispositifs qui sont mis en place par les institutions, du coup. Voilà. Là, je commence. Oui. Moi, comme ça, là, de tête, je les ai pas tous, mais ceux qui me viennent en tête, les moyens de se faire découvrir, comme ça, je te dirais les réseaux sociaux, donc, comme disait Clémence, qui effectivement, avec les réseaux sociaux, les artistes deviennent parfois presque leurs propres médias. Donc ils peuvent aussi publier leur propre contenu et défendre tout seul leur musique sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc ça,
qu'on le déplore ou pas, c'est devenu quelque chose de vraiment important, même pour attirer l'attention vis-à-vis des gens de l'industrie musicale, qui peut-être après voudront peut-être te rencontrer pour te signer en tant qu'artiste. La deuxième chose que je vois, c'est les médias. Effectivement, si des médias commencent à entendre ta musique et commencent à en parler, en fait, ces médias-là, ils sont suivis en général par des gens aussi de l'industrie musicale, des gens des maisons de disques, et peut-être que ça tombera dans leurs oreilles. La troisième chose, c'est les plateformes d'écoute, donc les plateformes de streaming. Et c'est effectivement arriver à intégrer des playlists de ces plateformes-là. Et ça, c'est un peu l'idéal, je pense, dans le sens où effectivement, quand tu as un morceau dans une playlist de Spotify écouté par 500 000 personnes, c'est un peu comme si tu passais à la radio aujourd'hui. Le seul truc avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le plus difficile, dans le sens où les plateformes de streaming, c'est pas porte ouverte non plus, et tu as souvent besoin d'avoir un intermédiaire d'une maison de disques ou d'un label qui va aller parler avec les plateformes en leur disant voilà, j'ai ce titre de cet artiste. J'ai l'impression que c'est plus dur quand t'as pas de structure d'aller parler avec Spotify, quoi. Ce que je peux comprendre de leur côté, parce que même s'ils ont des services où tu peux soumettre un titre, mais je suis pas persuadé qu'ils ont le temps d'écouter tout. Mais ouais, moi je vois beaucoup tes propres réseaux sociaux en tant qu'artiste, les médias, les plateformes de streaming, et après peut-être aussi les concerts, te faire remarquer sur scène. C'est sûr que ça peut être intéressant aussi, mais c'est les trois trucs que je vois, et il y en a sans doute d'autres, hein. Ouais, mais la question c'était aussi parce que en tant, je pense que les artistes, il y a aussi le truc où plus les leviers sont nombreux, plus c'est difficile de savoir sur lequel est le plus efficace, sur lequel il faudrait se centrer. Est-ce qu'il faut aller sur tout, c'est-à-dire vraiment publier très souvent sur les réseaux sociaux, envoyer énormément de messages aux plateformes, enfin pas énormément de messages, mais Oui. déposer énormément pour les playlists, et aussi envoyer énormément de messages aux médias. En fait, c'est ça aussi la question, quoi. Qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace? En fait, tout d'abord, en fait, il y a quelque chose il faut se rappeler quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout travailler la matière qui est la musique avant de penser à développer tout son truc. C'est en fait, voilà, si tu crées un morceau, deux morceaux, c'est cool, mais après, tu vas rien faire avec. Enfin, il faut essayer de, quand même, en tant qu'artiste, voilà, t'as quoi? T'as besoin de construire un discours, de conceptualiser ton projet, de t'affirmer en tant qu'artiste, en tant qu'individu. Qu'est-ce que tu veux raconter? Est-ce que t'as envie de parler de sujets de société? T'as envie de parler d'amour, de je ne sais pas quel sujet, mais en tout cas, il faut que la matière, en fait, elle existe. Et souvent, j'ai le sentiment que les artistes vont un peu trop vite, dans le sens où, en fait, la matière est un peu négligée. Pour avoir cette matière, par contre, c'est là où je vais rejoindre ta question, c'est qu'il y a besoin, moi je pense, c'est de s'entourer. Mais d'abord, de s'entourer, c'est d'être dans sa chambre, faire de la musique dans sa chambre, etc. Mais c'est d'avoir peut-être un ou une musicienne additionnelle, c'est peut-être avoir quelqu'un qui peut te faire des retours, etc., etc., jusqu'à un moment où en fait tu commences à avoir un peu de matière et tu t'intéresses qu'est-ce qui s'offre à toi comme dispositif de soutien. C'est là où je veux en venir. C'est que sur le territoire, il y a tout un maillage de la culture, quand même, on est en France, elle est encore, mais peut-être pas encore pour beaucoup de temps, bien subventionnée, etc. Mais en tout cas, il y a de quoi faire travailler avec les artistes. À FG Barbara et les Trois Baudets, par exemple, c'est un dispositif de la ville de Paris où là, pour le coup, c'est un bon moyen pour essayer de se faire découvrir et de faire grossir un peu son projet. En deux mots, en fait, FG Barbara, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un gros cube où il y a une salle de concert et de résidence. Il y a une autre petite salle qui sert de conférence où on a nos open mic, etc. Après, tu as les studios de répétition, d'enregistrement, salle de danse où tu peux travailler tout ce qui est expression corporelle, attitude, etc. Quand on fait partie d'un dispositif d'FGO et des Trois Baudets, en fait là c'est clairement génial pour les artistes, c'est-à-dire qu'ils sont lauréats ou résidentes pendant 1 an et ils ont tout l'équipement à disposition. Ça aussi, c'est quand on est artiste, après avoir eu la matière, c'est qu'on a envie de faire des concerts, mais on a besoin de répéter. Alors du coup, il y a une accessibilité où on peut répéter dans les studios, c'est souvent payant, etc. Là, dans le cadre de dispositifs, là je parle d'FGO, mais il y en a plein il y en a plusieurs en France, hein.
c'est en fait d'avoir une structure qui fait une sorte de management intermédiaire pendant 1 an et qui permet d'offrir un équipement professionnel pour en fait commencer à vraiment monter son projet. Et tout ça, ça fait partie d'un écosystème qui, en plus des réseaux, dont tout ce que tu disais, les petits concerts, etc., fait que tu peux un peu te faire découvrir. En fait, rentrer, par exemple, par le biais des dispositifs, c'est aussi se donner une grande visibilité, souvent au niveau national. Je pense à des dispositifs comme les Inouïs du Printemps de Bourges, le Fer, des... Adidas a lancé les siens aussi. Bah voilà, tu vois, ça aussi, les marques aussi le font. Il y a Ricard SA Live aussi. Il y en a plein. En fait, quand tu es artiste, en général, tu es un peu au taquet sur les tremplins et ce genre de dispositifs. Tu essayes de voir quand sont les appels à candidature, voilà, etc. Mais du coup, pour postuler à ça, il faut quand même, avant, avoir développé quelque chose, avoir développé la matière, comme vous le disiez beaucoup. En fait, il faut que la matière artistique soit là, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça... Je vais te donner un exemple, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des artistes comme Nicolas ou Johnny Plain, par exemple, qui ont présenté, se sont inscrits, et là, en fait, leur identité artistique était tellement forte, juste avec un piano-voix enregistré chez eux, qu'en fait, il n'y avait pas besoin qu'ils aient tout un travail de il faut que j'aille enregistrer en studio, il faut que je sois avec les meilleurs réals, avec les DA, etc. Là, pour le coup, aussi, c'est là où notre métier, c'est qu'en fait, on est dénicheurs de nouveaux talents, et on essaye avec l'expérience d'aller aussi au-delà de la qualité elle-même de la production, mais aussi de voir aussi vraiment l'identité artistique. C'est ça qui prévaut surtout. Ouais. Ok. Non, il a exactement ce que tu disais. Vraiment, le storytelling chez un artiste aujourd'hui, c'est ce qui a, je pense, la musique est très importante, mais son storytelling, c'est ce qui va faire qu'il va se démarquer aujourd'hui. Et notamment, par exemple, les US, ils sont trop forts dans ça. Ils nous vendent un entertainment, ils nous vendent un storytelling, et c'est ce qui est important chez un artiste aujourd'hui. C'est ce qui va faire qu'il va se démarquer, c'est ce qui va faire qu'il va un peu attraper justement l'auditeur ou les professionnels de la musique, où ils vont se dire « Ah, lui, il est intéressant parce qu'il parle de tel sujet, etc. » qui va faire la différence, en fait. Aujourd'hui, c'est ça ce qui est important de travailler aussi, c'est la différence. Mais la musique est très, très important aussi, justement, de travailler d'autres sonorités. Aujourd'hui, les artistes, comme ils ont accès, je fais une généralité bien sûr, ils ont accès à tout. Ils peuvent faire un piano juste avec leur ordinateur, ils peuvent faire une guitare, ils peuvent faire une trompette. Donc les musiques, pas qu'elles se ressemblent, je mets des guillemets à chaque fois ce que je dis, pas qu'elles se ressemblent, mais c'est facile en fait de prendre juste un sample à droite, un sample à gauche, hop j'ai fait ma musique, je fais pareil, j'ai 16 titres et hop j'ai un album et après je vais le vendre. Mais aujourd'hui un projet ça se travaille énormément, il faut vraiment mettre le storytelling, il faut aller chercher d'autres sonorités, il faut aller chercher encore plus justement quand on va l'écouter, c'est là où ça va faire la différence un petit peu c'est pas ce que j'entends aujourd'hui. Comme il disait Brice aussi, je mets les sorties du vendredi, j'entends pas la même chose, mais rien de différent qui fait que justement, ah mais là ça j'ai jamais entendu de ma vie, c'est quoi ce piano? Comme tu disais aussi, juste un piano-voix, il fait la différence. Donc il faut justement travailler, aller chercher des références culturelles dans d'autres pays, enfin il faut vraiment travailler son storytelling. Et je pense que c'est là où il faut travailler et essayer de se différencier, quoi. Donc c'est plus ça aussi, j'étais d'accord avec ce que tu disais sur travailler sur qui on est, sur la musique qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux auditeurs, quoi. T'as un truc à dire qui était intéressant, c'est entertainment. C'est que maintenant, en vrai de vrai, c'est fou, hein. aussi justement, c'est que au-delà de ta musique, qui te prend déjà beaucoup de temps, il faut que tu te mouilles, quoi, tu te mettes dehors pour proposer du contenu qui soit un minimum divertissant, notamment sur TikTok et tout. Il faut que tu arrives à accrocher, que ce soit par l'humour, par l'authenticité, enfin quelque chose qui autre que ta musique, qui arrive à fédérer les personnes autour de toi, en fait, de ta personne. Et ça, je pense que c'est limite le truc le plus difficile à développer aujourd'hui. Parce que tu es en même temps un concurrent dans le monde de la musique et en même temps un concurrent dans le monde de l'influence. Ouais. Ça, c'est assez compliqué à gérer. Ouais, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est horrible parce qu'en fait, les périodes est hyper riche et tout, mais à cause de ça, en fait, il y a une sorte d'injonction. Les artistes se sentent obligés de créer du contenu. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel. On va dire que c'est quelque chose de naturel dans la musique, mais c'est plus naturel de faire de la musique qu'en fait de s'exposer comme ça sur les réseaux. C'est compliqué. Tous les artistes sont pas en mesure de prendre parti, de prendre la parole, dès qu'il y a une caméra, en fait, t'es dans la séduction, t'es pas du tout authentique. Il y a un truc qui est pas naturel. Enfin, tu vois, ça peut être totalement en décalage par rapport à ta musique. Ah bah ouais, c'est t'as clair. peut-être envie de proposer un truc fou, tu vois, mais que t'as pas les moyens, donc tu te mets à te record dans ta chambre. Et c'est pitoyable, mais c'est tout ce que t'as.
Mais, Bah, et si tu fais rien, c'est mieux que d'avoir rien aussi. Bah, Mais- ouais, Justement, je vais peut-être changer de sujet un petit peu, mais je trouve du coup, est-ce que ça redéfinit pas un peu l'artiste aujourd'hui, tu vois? Parce qu'un Clairement, artiste, moi, je en pense vrai, quand il fait de la musique, bah, ça va aussi avec le fait d'être célèbre, en fait. Donc, il faut aussi accepter, enfin, pas accepter, mais justement, si un peu accepter de raconter des choses et de dire, bah voilà, je suis un artiste et je vais être le porte-parole sur tel sujet, tel sujet. Aujourd'hui, en fait, l'artiste, ça va avec la célébrité, quoi qu'il arrive. Donc, je pense que quand on veut faire de la musique ou justement aller être connu, etc., ben, on est obligé d'accepter en fait ce parti pris et de se dire, bon, ben voilà, je vais être célèbre et je vais choisir d'être porte-parole de ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, être artiste, c'est un peu compliqué à définir et il y a une autre définition qui se crée en fait. Donc, après, c'est un autre sujet aussi, hein, mais c'est vrai que c'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est que quand tu dis prendre parti, c'est-à-dire prendre parti politiquement, par exemple sur un sujet de société, se mettre en avant. pas forcément politiquement ou quoi, mais ça peut être, voilà, enfin, j'ai décidé de parler de ça. Parce que Oui, je oui. pense que c'est important pour un auditeur, comme il y a énormément de sujets, énormément de musique, de pouvoir l'attirer en fait sur un sujet et de lui dire, bah voilà, moi ça c'est mon univers, sans forcément que ce soit politique ou que ce soit autre chose, mais ça c'est mon univers, c'est ma couleur, c'est quand tu vas venir m'écouter, moi ça va être ça, mes sonorités, pas forcément politique, mais ça va être ça mon univers en fait. En tout cas, oui, j'ai l'impression que le public aussi a changé son rapport aux artistes et aujourd'hui, en dehors de ce qu'ils créent, ils ont envie de savoir qui est la personne aussi. Et j'ai l'impression que les gens se disent c'est cool ta musique, mais c'est quoi tes valeurs? Tu viens d'où? Qu'est-ce que Et tu tu vas fais? vendre plus. Et peut-être que c'est les réseaux sociaux aussi qui ont développé ça, avec le lien direct qu'il peut y avoir entre un artiste et ses auditeurs via son compte Insta ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que les gens veulent aussi s'attacher à une personnalité. Et donc, c'est vrai que et peut-être que c'est injuste pour des gens qui veulent juste faire leur musique et faire leur vie à côté. Mais aujourd'hui, pour se faire découvrir, il faut peut-être aussi, comment dire, vendre, entre guillemets, une personnalité, quoi. Et je trouve qu'on l'a beaucoup vu avec Théodora récemment. Les gens sont autant attachés à la personne qu'à sa musique. Et elle le fait naturellement parce que c'est comme ça qu'elle est, donc ça sonne pas faux. Mais les gens ont vraiment envie de s'attacher à quelqu'un en plus de sa musique. Et dans la réflexion qu'il y a quand on est artiste, quand on manage un artiste, je pense qu'il faut se dire, est-ce que ce que tu fais là, t'es en phase avec toi-même? Est-ce que c'est authentique par rapport à ce que t'es et qui t'es? Et pour retomber sur les pattes de ta question, pour se faire découvrir, je pense qu'il faut faire ce qui est le plus en phase avec toi. C'est-à-dire, si t'es pas à l'aise de te montrer tout le temps sur les réseaux, etc., ben, fais autrement. Et par exemple, effectivement, va plus faire des concerts si tu es plus à l'aise à faire des concerts, ou essaye de plus promouvoir ta musique auprès de petits médias plutôt que de passer via les réseaux sociaux. Par contre, après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si ça commence à prendre, je sais pas, via les médias, il va peut-être falloir faire des efforts ou essayer de trouver une manière de communiquer aussi via les réseaux sociaux quand même, parce que c'est difficile de pas jouer le jeu de soit les médias, soit les réseaux sociaux, soit le live et les dispositifs. Mais je pense que le plus important, c'est d'essayer de se faire connaître via un moyen qui est en phase avec qui t'es et où t'as pas l'impression de jouer un rôle ou d'avoir un costume, quoi. Il faut aussi que la com soit vraiment taillée par rapport à la musique aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on raconte, comment on le raconte et quel style on fait aussi, il y a une communication qui va plus aller que d'autres en fait. Il y a une manière de communiquer qui va plus aller, c'est-à-dire que de la musique très triste et très sérieuse avec des concepts vidéo sur Instagram pour parler de ça ou avec des concepts drôles, ça va pas du tout. Enfin, il faut vraiment trouver des trucs qui correspondent, je pense aussi. Bah, ça dépend parce que tu peux faire un contre-pied aussi. Ah ouais, décalage. J'ai pas de nom en tête, mais j'ai déjà vu des artistes qui font une musique très sérieuse, très triste,
et qui du coup font un contre-pied ou sur leur réseau et communiquent de manière un peu plus détente. Enfin, si récemment j'ai vu une rappeuse qui s'appelle Asinine et qui fait donc musique très triste et qui sur ses réseaux en fait faisait des stories pour dire voilà j'ai des concerts, et elle mettait genre des photos de ses chats chez elle allongés comme ça, et du coup ça fait un espèce de truc un peu où c'est pas qu'une meuf déprimée qui fait de la musique triste quoi. Donc tu peux aussi montrer autre chose de toi via ces moyens de communiquer, et les gens peuvent se dire ah oui, c'est pas que quelqu'un qui fait des trucs soit de la musique gaulerie, soit de la musique triste. Tu peux montrer différentes facettes de ta personnalité aussi à travers là je parle des réseaux sociaux. Mais oui, il faut rester cohérent en fait avec qui t'es et avec quoi t'es à l'aise. Est-ce que t'es à l'aise pour faire des interviews? Est-ce que t'es à l'aise pour faire des concerts? Est-ce que t'es à l'aise et s'adapter par rapport à ça et se dire bon bah dans ce cas je suis bon en interview, je vais essayer d'aller faire des interviews avec des médias. Je suis bon pour faire des stories et ça me plaît, bah je vais plus me promouvoir via mes réseaux à moi. Voilà, rester cohérent avec qui on est quoi. Ok. Ouais, du coup, en fait, on parlait. Alors, sur la question de l'artistique, est-ce que, en fait, le fait qu'aujourd'hui, la définition d'artiste est devenue plus floue et les artistes font de plus en plus de choses, c'est-à-dire qu'ils participent, donc, comme vous en avez parlé, à la communication, donc à la création, donc ils participent, en fait, à toutes les étapes. Est-ce que ça n'a pas participé à une forme de rééquilibrage des rapports de force au moment de négocier, par exemple, un contrat avec un label ou une maison de disques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les labels, par exemple, gèrent de moins en moins la promotion. Il y a beaucoup plus la question des contrats de distribution sur mesure en fonction de ce que recherche la personne. Est-ce que ça n'a pas permis finalement, et est-ce que selon vous, il y a un vrai rééquilibrage au niveau de la négociation des contrats entre les artistes? Moi, je pense déjà que du coup, les majors sont peut-être plus réticents à accompagner un artiste de A à Z. Donc, toi, tu étais talent scout, justement. Et genre, je sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais moi, si j'étais talent scout, personnellement, je tendrais plus à prendre un mec qui a déjà fait plus ou moins ses preuves, qui a plusieurs, je sais pas, dizaines de milliers d'abonnés sur Insta, où je sais, le mec a tout fait seul, entre guillemets, tu vois, il autoproduit, bon, bah, vas-y, je le prends. Alors qu'un mec qui vient avec une petite démo, c'est super cool, mais il est pas allé au studio, il est pas hyper bien produit, je le mets en stand-by, mais je vais pas me dire, ok, je vais dépenser de l'argent pour accompagner de A à Z. Et je pense que ça peut jouer un truc aussi dans la sélectivité, en vrai, genre des contrats. Donc peut-être qu'ils sont plus flexibles maintenant, peut-être c'est plus facile de négocier, mais peut-être c'est moins ouvert, donc je sais pas. Après, j'ai le sentiment quand même, vous me dites si je me trompe, mais quand même, les artistes aujourd'hui, il faut quand même qu'ils aient le package, le full package pour être signé, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut que tu sois... tout est fait. Moi, L'ADA. C'est vrai qu'après, ça dépend. Enfin, il y a un moment, les professionnels doivent prendre des risques aussi, quoi. Si tu as un coup de cœur sur un artiste, les digital metrics, c'est bien, mais ça fait pas... parfois, on s'en fout, quoi. C'est un moment, en tant que pro, tu dis, ah non, mais toi, j'adore, parce que j'étais... déjà, la question de l'émotion, quoi. Ouais, ce que tu m'as fait en concert, ça m'a bouleversé. Si ça m'a touché moi, c'est sûr que ça va toucher d'autres gens. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a à ce moment-là... oui, les pros prenaient des risques, quoi. Mettez de l'argent là où il faut, soutenez les artistes, même s'ils sont pas devant avec des milliers de vues, quoi. De toute façon, après, on est dans une période où c'est très bizarre, quoi. C'est la culture du chiffre, c'est-à-dire que il y a, par exemple, nous on travaille avec des artistes qui ont 1 million de vues sur YouTube, et en fait, on les voit en studio, ils savent pas tenir un micro parce qu'ils ont jamais fait de concert. Et en fait, tu te dis, mais enfin, on marche sur la dette. Et mais parce que c'est d'autres moyens aussi de se faire découvrir et compagnie. Mais c'est vrai qu'il y a, moi, je crois quand même qu'il y a toujours dans les pros avec qui je discute, il y a quand même toujours des gens passionnés et qui regardent quand même la société avance, voilà, les chiffres et compagnie, mais qui sont quand même hyper animés par quelque chose qui est le cœur de leur métier, c'est la musique, et qu'on a envie de soutenir, les artistes avec lesquels on a envie de bosser, etc. Enfin, à mon sens. Mais c'est vrai que je le vois, hein, avec les programmateurs, programmatrices avec lesquels je discute et je vois la manière dont ils travaillent, effectivement, pour remplir ta salle, oui, c'est mieux si tu as un max de followers que pas du tout, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, après, concernant on va dire, les structures soutenues par les politiques publiques,
elles sont aussi là pour soutenir les artistes qui sont moins visibles sur les réseaux. C'est prendre des risques de programmation parce qu'en fait, ta salle, en fait, elle est subventionnée à 50-60%. Donc en fait, là pour le coup, c'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux que les structures privées. Mais c'est vrai qu'il faut... je trouve qu'il faut quand même toujours remettre l'artistique et l'émotionnel au centre du tout. La musique, c'est quand même... Mais c'est vrai qu'on est bouleversé par la dictature des chiffres, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui a changé dans le rapport de force entre les artistes et les maisons de disques, aussi dans le sens... là, je vais parler pour le rap particulièrement, où ces 10 dernières années, il y a de très gros artistes qui ont réussi à avoir du succès en indépendant. Je pense à PNL, à Jul. Et du coup, même dans leur musique, ils en parlaient aussi on a réussi en indépendant, tout seul, etc. Et je pense que ça a poussé une génération d'artistes à vouloir aussi faire les choses soi-même. Et j'ai l'impression en tout cas que dans le rap français, il y a beaucoup d'artistes qui ont donc un peu appris à faire beaucoup de choses par eux-mêmes. Et donc ça donne quelque chose où effectivement on voit de plus en plus d'artistes être quasi prêts à travailler par eux-mêmes. Mais le truc, c'est que tout le monde ne peut pas faire ça. Et effectivement, on voit de plus en plus d'artistes qui ont déjà une direction artistique, qui savent déjà un peu avoir leur vision à eux, arriver vers les maisons de disques et leur dire ok pour faire quelque chose avec vous, mais par contre je veux pas que vous me donniez d'indications sur ce que je dois faire. Et donc le rapport de force, effectivement, il a changé là-dessus. Après, est-ce que ça n'a pas créé un cercle vicieux où du coup les maisons de disques se sont dit il y a de plus en plus d'artistes qui veulent être indépendants ou en tout cas prendre de l'argent chez nous juste en distribution, donc c'est peut-être plus simple pour nous au final et on va plutôt signer des artistes qui savent déjà un peu faire un peu tout faire et on va pas perdre du temps à faire monter un artiste avec une direction artistique qu'on va lui créer au risque que ça marche pas et qu'en fait on perde de l'argent derrière. Je sais pas trop, mais je pense que les gros artistes mainstream d'aujourd'hui comme Jul, PNL et même s'il était chez Polydor au début, Nekfeu, ça a poussé les artistes à se dire aussi peut-être que j'ai envie d'avoir ma propre structure et de monter tout seul. Non, c'est vrai, par rapport à ce qu'il disait, c'est que nous, en tant que label indépendant, on va peut-être préférer des profils où ils n'ont pas forcément en fait tout le package encore. Parce que justement, nous, en tant que label indépendant, le challenge, c'est de prendre un artiste qui a de la musique, qui est passionné par ce qu'il va faire, et justement de l'accompagner au maximum et de vraiment pouvoir être en face à face avec lui, en fait. Donc c'est pour ça que peut-être que d'être un label indépendant, pour nous, c'est plus intéressant. Mais après, je réfléchis par rapport aux majors. C'est vrai qu'une major, quand elles vont avoir un artiste qui a tout le package, vs un artiste qui n'a pas forcément tout le package avec les réseaux, etc., il va préférer un artiste qui sait déjà un petit peu où est-ce qu'il va, qui a une lignée directrice. Mais c'est vrai que nous, c'est des artistes un peu plus qui n'ont pas justement leur lignée encore, et on va pouvoir créer tout ça, qui vont nous intéresser, quoi. Vous proposez quoi un peu comme... Comment vous accompagnez un artiste de A à Z? Quelqu'un genre qui a juste sa maquette, piano-voix Déjà, ça va être du studio. Du studio, que du studio pour savoir ce que lui, il aime comme musique. On avait un groupe qui s'appelait l'AVV, un groupe d'Orléans. Et justement, eux, ils n'avaient pas grand-chose encore. Juste, ils faisaient de la musique, c'était un groupe passionné. Et on leur a fait faire du studio pour d'abord qu'ils se trouvent en fait musicalement. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qui leur parle, où est-ce qu'ils veulent aller, construire leur vision un peu sur 3 ans, sur 5 ans. Et après développer tout ça en fait. Donc après développer marketing, etc. Donc c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la proximité avec l'artiste. Et en tout cas, Oumar, ce qui lui intéresse beaucoup, c'est d'aider l'artiste à se trouver en fait, de savoir ce qu'il veut faire comme musique et de l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est vrai que là, vous avez une vraie démarche de soutenir l'émergence là, du coup. Ouais, c'est bien. Ouais, les questions, c'est après.
Ouais, non, mais voilà, mais du coup, en fait, c'est très différent parce que du coup, vous voyez vraiment sur le long terme, quand vous prenez des artistes, du coup, c'est vraiment, vous dites là, on y est pour 5 ans, il faut vraiment développer la personne, développer son truc, quoi. C'est vrai que nous, on est vraiment une famille. On n'est pas beaucoup, on a un label indépendant et on fonctionne vraiment en famille. Après, voilà, ça reste du business, ça reste du pro, mais on est en famille. On va s'aider quoi qu'il arrive. Dinos, quand il signe avec Oumar, il sait pourquoi il y va, jusqu'où ils y vont. Ils ont un plan. Là, ils ont leur plan pendant 5 ans. Il sait où est-ce qu'ils vont aller. Après, voilà, il y a des choses qui se mettent au milieu, etc. Mais ils savent où est-ce qu'ils vont. Et Oumar, il a ça avec chaque artiste. Et c'est ce qui fait, en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'on a le temps. Une major, elle n'a pas forcément le temps, en fait, de prendre chaque artiste et de lui dire, de faire un plan sur 5 ans, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, tout simplement. Surtout, Dinos et Oumar, ça fait 15 ans qu'ils bossent ensemble. Ouais. Et avec Dossé, ça doit faire 10. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, par là. 12 par là, je pense. Il y a un truc où vous êtes quand même sur des relations sur du temps long, quoi, avec les artistes en général. En tout cas, quand ça se passe bien, quoi. C'est pour ça qu'Oumar, il veut vraiment fidéliser, en fait, un artiste, mais aussi les auditeurs, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Et construire la carrière d'un artiste, ça prend du temps. On l'a vu avec Dinos, par exemple. Des Rap Contenders, ça, aujourd'hui, comme tu dis, il y a beaucoup de temps. Et il n'y a que là où on a vu où il a passé le milliard de streams. Ouais, milliard de streams. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, voilà, il faut être patient. Mais c'est pour ça qu'aussi, c'est difficile. Oumar, des fois, il leur dit il faut être patient, il ne faut pas aller trop vite. On a vraiment, nous, notre vision de la musique. Où, voilà, nous, on n'a pas des artistes qui vont faire de la musique sur TikTok, si on peut dire. Nous, on veut essayer vraiment de prendre le temps de construire une carrière. Nous, on est là pour construire vraiment une carrière de A à Z parce qu'on peut se le permettre. On est un label indépendant. On peut prendre le temps avec l'artiste de s'asseoir, de trouver ce qu'il veut comme musique, etc. Donc, c'est ce qui fait la différence un peu entre une major. Exactement, là, la question de la temporalité, elle est hyper importante. Mais ce qui est marrant, c'est que le temps n'est pas le même selon où on se place. C'est-à-dire que moi, il y a un exemple concret il y a 6 mois, c'est tout le monde disait que Chapelle Roan, elle avait un succès, mais elle est sortie en 3 semaines, découverte, machin, alors que ça fait 7 ans qu'elle est signée en label, elle a des contrats merdiques, etc. C'est figuré et tout. Et c'est trop bizarre. C'est genre même, il y a d'autres exemples. Il y a November Ultra aussi, qui a breaké. Là, maintenant, en fait, ça fait 6 ans qu'elle fait des vidéos sur les réseaux, quoi. Et c'est vrai que nous, quand on est public, on se dit, mais ah ouais, tiens, ça a l'air facile, machin. Mais effectivement, c'est que sur du temps long, quoi. C'est vraiment ce qui est le plus important aujourd'hui pour les artistes, c'est vraiment d'essayer de poser les bases d'une carrière, quoi. Et c'est là où, par exemple, le travail que tu fais d'accompagnement justement sur l'émergence et de faire prendre conscience aux artistes que toi, en tant qu'artiste, tu sais que les délais sont longs, quoi. Ouais. Entre le moment où tu es chez toi, tu fais ton morceau et la première fois où il est joué sur scène, plus après on tourne, etc., il peut se passer 3 ans avec toutes les étapes de signature et compagnie. C'est vrai que c'est sur des temps longs. Non, après, si on a de la chance, il y a un son qui va péter sur TikTok et qui va mettre de la lumière et qui va marcher. Mais aujourd'hui, après, c'est une question intéressante aussi. Est-ce que c'est plus intéressant de faire des sons pour que ça marche sur TikTok, pour que ça puisse péter et nous donner une visibilité sur notre carrière, ou est-ce que on prend le temps de construire la carrière sur le long. Enfin, c'est des choix à prendre, quoi. Mais surtout que ça peut être un cadeau empoisonné d'avoir un morceau qui explose d'un coup sur TikTok si t'es pas structuré après. Parce que oui, effectivement, après, quand t'as un morceau qui explose, t'es contacté par plein de maisons de disques, mais si t'es tout seul avec un pote qui fait quand il a du temps, qui te manage et qui sait pas discuter avec des maisons de disques, tu vas te retrouver à signer un contrat qui va peut-être être mauvais pour toi. Et même signer un contrat, mais c'est que derrière, il faut fournir de la musique aussi. Oui, voilà. Parce que t'es équipé, il faut travailler pour. Pour ça, non, c'est pas un cadeau empoisonné non plus, mais oui, un petit peu, oui, bien ça. Ouais, les One Hit Wonder, quoi. Et on en voit aussi beaucoup des One Hit Wonder sur TikTok parce que l'artiste avait justement pas de... Ça dépend des cas, mais de vision justement sur 5, 6, 7 ans. Et après, des fois, ça arrive aussi, c'est pas de leur faute, et ça arrive très tôt dans leur carrière. Et ils n'étaient pas prêts à devenir une star comme ça du jour au lendemain, quoi. Ouais, il y a des exemples où en fait les artistes, dès le début, dès qu'ils sentent qu'ils ont vraiment quelque chose qui est mis en place, sont déjà très bien entourés. Genre, j'ai lu l'exemple de La Fève où vraiment, au moment où il a signé, il avait quand même
assez peu d'auditeurs sur les plateformes et tout, mais il était déjà extrêmement bien entouré. Il y avait même quelqu'un qui était là pour lui négocier des contrats, qui était là exprès que pour ça. Donc là, ça change, en fait, ça change aussi la donne par rapport à l'artiste, mais aussi par rapport au label et aux maisons de disques, où là, moi, je lisais le côté de la personne qui veut le signer, où là, par contre, il va galérer, quoi. Il va lui courir après, ce qui peut changer par rapport à d'autres types de contrats, où quand il faut tout construire, là, on va moins se courir après l'artiste, c'est plus lui, peut-être, qui va venir. Je sais pas trop, mais genre là, moi, c'est du moins ce que j'avais vu, où en fait, là, la maison de disques a vraiment couru après lui, parce qu'il avait énormément de propositions, quoi. Parce que ça se sentait, quoi, qu'il avait marché. Mais parce qu'il avait un univers artistique voilà, fort, ça, ouais. parce qu'il était structuré et qu'il était prêt de son côté, quoi. Ça, c'est pas le cas. Enfin, tous les gens qui sont artistes ont pas la chance de croiser forcément des gens très bons dans le business ou les choses comme ça. C'est pour ça que c'est bien, quand c'est possible, je pense, de prendre son temps au début pour rencontrer des gens comment dire, de l'industrie ou qui veulent travailler dans l'industrie et voir avec qui on veut travailler, avec qui ça a l'air sérieux, pour après être serein quand on fait sa musique et c'est toujours ce problème, que ce soit dans la musique ou dans le sport, d'avoir un ami ou un membre de la famille qui devient manager. Bah, souvent, ça marche pas toujours parce que la personne ne connaît pas comment fonctionne le truc. Après, moi, j'adore les histoires où c'est un pote qui se bute à des vidéos, des bouquins sur ça. Mais le pote manager, c'est pas toujours la meilleure des idées, quoi. Ok. Après, comme autre question, peut-être, c'est justement la question donc, des transformations dans l'industrie. Est-ce que la dépendance, si on peut appeler ça une dépendance aux maisons de disques pour se faire découvrir, est-ce que celle-ci, elle ne s'est pas déplacée vers les plateformes, notamment quand on voit donc le Discovery Mode qui vraiment peut être un moyen extraordinaire de se faire connaître facilement, en plus, assez facilement. Mais par contre, la contrepartie, elle est assez importante. 30% de commission, c'est assez important. Et donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. T'as déjà des moyens qui sont un peu en place, comme les Spotify Ads. Ouais. Tout ça, en vrai, où ça revient un petit peu au même, sauf que là, c'est toi qui vas mettre l'argent au portefeuille. Dans tous les cas, en vrai, je pense que le mode Discovery, mais c'est plutôt intéressant, parce que c'est de l'argent que tu reçois, qui vient pas à toi, que tu génères. En fait, on ponctionne de l'argent que tu as déjà généré. Je pense que ça peut être intéressant, surtout que c'est proportionnel à ce que tu génères. C'est pas un tarot fixe où en fait t'es mis sur le même piédestal que je sais pas, des agences marketing ou des labels, voilà, des maisons de disques. Donc je pense que ça peut être intéressant comme mode. Enfin, je parle pour moi. Ouais. Et après, si j'ai bien compris, c'est destiné aussi déjà à des artistes qui sont émergents plus, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut au moins que tu aies 25 000 auditeurs par mois, ce genre de choses. Donc en fait, c'est vrai que c'est une fausse accessibilité, quoi, d'une certaine manière. C'est encore une fois, après c'est normal, hein, c'est les artistes qui sont émergents plus, qui sont un peu plus avancés dans leur projet, qui sont mis en avant. Et c'est aussi quelque chose qui peut être... commence à être déployé par l'artiste lui-même ou par son entourage. Je crois, j'ai bien compris, il y a des contrats avec les labels. Je suis pas pro de ce truc, hein, mais moi non plus. C'est ce que j'ai compris. Je pense que c'est plus pour toi, Clémence. Il y a des labels. Il y a des labels, par exemple, No Believe, je sais qu'ils parlent directement avec Spotify pour justement en fait proposer un algorithme de manière à ce que les 30% du coup ils soient en fait réintégrés et que quand on est avec Believe justement on s'y retrouve dans ces 30%. En fait. Donc c'est pour ça que déjà les labels aussi ils réfléchissent à ça en fait pour pouvoir travailler ces algorithmes-là. Après je pense que dans tous les cas, toutes les campagnes et toutes les ads que Spotify ou Apple, enfin toutes les plateformes, les DSP mettent en place, il faut les prendre, tout ce qui est Marquee, Countdown, toutes les campagnes-là, il faut les prendre, même malheureusement sur les réseaux sociaux, ça rejoint un petit peu, hein, on est obligé de prendre des campagnes. Et c'est là où en fait ça devient très compliqué, parce qu'en fait on produit un contenu, donc on produit une vidéo, etc., pour promotionner notre musique. Une fois qu'on la met sur les réseaux ou sur Spotify, etc., il faut payer encore plus pour la promouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que ça devient un cercle vraiment... bouché en fait parce qu'on est obligé de payer des sommes et une campagne aujourd'hui 1 000 €, ça sert à rien, enfin il faut vraiment débourser des campagnes avec des budgets énormes quoi.
Donc non, il faut le prendre en compte, on est obligé de l'utiliser. Après voilà, faut savoir l'utiliser, à quel moment. Le but aussi, c'est vraiment le moment qui va jouer aussi un peu sur ce type de ads. Donc, Mais t'as déjà vu des moments où ça a pris? le discovery mode, en fait, moi, je le vois pas vraiment en marche parce que du coup, ça se fait tout seul, en fait, si tu veux. Donc, j'ai jamais vu en mode, le discovery mode, là, il a marché. Par contre, le countdown sur Spotify, on l'a fait avec notamment Dinos sur la sortie de Kintsugi, son dernier album, du coup, où en fait, ça a relancé tous les anciens projets de Dinos. Là, par contre, on a vu un changement. Countdown, c'est la page de l'album avant qu'il sorte? Non, en fait, le countdown, ça va relancer tes anciens projets Ah, ok. quand tu es en train de sortir ton projet, en fait. Okay. Donc, c'est ce qui est intéressant de faire. Non, tu veux dire, oui, quand tu écoutes l'artiste. Ouais, c'est sur la page, je me souviens plus trop, je crois que c'est sur la page Spotify, et c'est sous forme de... Le pop-up, c'est le marquis, et le countdown, c'est une sorte de bannière, en fait. Mais c'est là où vraiment, en fait, sur Dinos Kintsugi, on avait testé justement les 3 ads de Spotify, et on a vu que le countdown, c'est ce qui ressortait le plus, en fait, pour relancer la musique. Le marquis, c'était pas forcément intéressant parce que tout le monde l'utilise, il est accessible, et en fait, les gens, ils ont leur pop-up sur le téléphone et ils en ont marre, ils regardent même plus ce qu'il y a écrit. J'avoue, je fais ignorer. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que le marquis, là, il est un petit peu bouché. Mais le Discovery Mode, c'est vrai que Believe, justement, ça passe un peu, en fait, ça fonctionne. C'est un peu un sous-marin, l'algorithme fonctionne ou pas, et on le voit même pas forcément ressortir. On s'en rend plus compte, quoi, ouais, qu'il est là. Ouais, en fait, ils ont juste généré plus d'argent Spotify avec ça. Ouais. C'est un peu ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres ads qui ressortent un petit peu plus de notre côté, quoi. Après, il ne faut pas oublier que c'est aussi un moyen pour Spotify de générer des nouveaux revenus pour eux et de pomper encore plus sur les artistes. Quoi. Ils ont une certaine vision de la musique, on va dire. Quoi. Bah oui, après, c'est le business. Quoi. C'est vrai que c'est... Non, mais il y a quand même c'est une certaine vision. Et même, par exemple, Deezer qui aujourd'hui change son mode de rémunération et tout. Ils essayent de faire évoluer, pas trop Spotify pour le coup, mais... Mais c'est vrai que c'est compliqué. Les artistes avec lesquels j'échange et je travaille dans le cadre de mon boulot, c'est surtout quand ils sont pas entourés, ils sont majoritairement perdus vis-à-vis de tout ça. Quoi. Enfin, c'est un sacerdoce de faire des vidéos sur les réseaux. C'est compliqué, quoi. Enfin, ça devient vraiment c'est un travail en plus, budget énorme. Et ça devient un véritable budget. Voilà, c'est une ligne qui n'existait pas, qui est vraiment là. Mais il y a toujours en fait des artistes qui réussissent sur l'artistique et où il y a des belles surprises. Là en ce moment, je suis une artiste qui s'appelle AD The Planet et qui, elle pour le coup, est une artiste géniale là, qui est présélectionnée, qui va à Bourges là pour les Inouïs et elle est pas trop active sur les réseaux, voilà. Par contre, c'est vraiment la focus sur la musique, sur l'objet, sur le contenu, quoi. Voilà. Ouais, ça dépend pas mal des gens, en fait, aussi, ce qu'ils veulent produire. Certains, ça marche beaucoup, le fait de juste pas être là. Alors, PNL, ça a bien fonctionné, mais ils avaient déjà... Ils avaient déjà pété. Il y a toujours des contre-exemples. Ouais, il faut pas en faire une généralité. Ah non, c'est sûr. Ouais, je voulais pas. C'était pas mon but. Ouais. Mais c'est vraiment certains cas particuliers où eux peuvent ne juste pas être présents et juste parler avec leur musique. Quoi. Mais c'est rare, ouais, c'est sûr. Après, j'aurais juste une question peut-être sur le rôle des médias aujourd'hui dans la promotion. En fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les médias, et notamment les médias, si on parle des médias rap, etc., est-ce que c'est réellement plus que... c'est méchant de dire une bannière publicitaire, mais en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu as pu en parler, c'est des dizaines de mails, en fait, où les gens ont juste envie que la sortie soit mise en avant, et est-ce qu'il y a plus trop de critiques, plus trop de... Je sais pas, en fait, quel peut être le rôle... des médias en fait face à ce milieu surbouché, quoi. Alors c'est sûr que les médias rap, on a moins d'influence qu'avant de manière générale parce que avec les playlists, avec les réseaux sociaux aussi, en fait les gens et tant mieux, les gens découvrent de la musique par eux-mêmes. Même sur YouTube on peut diguer et trouver plein de choses tout seul. En tant qu'auditeur, je pense que les médias aujourd'hui, ça sert un peu à
à s'y retrouver un peu. Il y a tellement d'artistes, tellement d'EP, d'albums, de mixtapes qui sortent que ça peut servir de point de repère où tu te dis, bon, si tel média a pris le temps C'est gage de qualité. d'aller faire une interview d'1 heure avec tel artiste, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, donc je vais aller donner mon temps d'attention pour écouter le truc. Pour les artistes, je pense que on parlait un peu des portes d'entrée pour se faire découvrir. Ça peut être justement une porte d'entrée quoi, de comment dire, ce que les médias restent suivis quand même par les professionnels de la musique. Et par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. J'écris donc sur le rap pour Libération, qui est un gros média. Et pour m'informer, je suis abonné sur Instagram à des comptes, et aussi parce que j'aime bien diguer, à des comptes Instagram de médias qui suivent des petits artistes. Je pense notamment à La Room ou La Pépite. Et donc moi qui peux parler d'artistes dans des gros médias, je vais voir passer sur mon compte Insta des petits artistes sur ces médias-là. Et donc ça peut servir de porte d'entrée pour que les artistes, que je découvre ces artistes et que j'en parle ensuite dans des plus gros médias. Donc aujourd'hui, je pense que les médias rap en fait servent de plus, et ça me fait chier de dire ça, mais plus en termes d'image que vraiment pour faire découvrir vraiment. Mais c'est-à-dire qu'on va se dire, si les médias parlent de cet artiste, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir, que ça soit le public, que ça soit les gens de maison de disques, etc. Donc je pense que pour un artiste, les médias aujourd'hui, c'est intéressant pour se faire découvrir, faire parler de soi, et ensuite avoir des nouvelles opportunités, que ça soit auprès du public, auprès du business, où les tourneurs vont se dire, peut-être qu'on va le programmer en première partie, vu que les médias s'intéressent à lui. Je pense qu'aujourd'hui, on sert vraiment aux artistes pour se faire connaître en fait. Et je pense que si je devais conseiller à des artistes vis-à-vis des médias aujourd'hui, je leur dirais de ne pas négliger les petits médias, parce que déjà ils auront plus de temps et d'attention pour parler de toi. Et ensuite, souvent, ces petits médias sont suivis par des médias un peu plus gros qui vont peut-être ensuite parler de toi. Et ces médias un peu plus gros sont peut-être parfois suivis par des gros médias qui vont ensuite aller écouter et parler de toi. Donc, c'est un peu un truc d'escalier où, en tout cas, je pense que le rôle des médias aujourd'hui pour les auditeurs, c'est d'un peu aiguiller parmi les dizaines et les dizaines de sorties qu'il y a chaque vendredi. Et pour les artistes, ça peut être un moyen justement d'un peu sortir de cette masse de musique qui sort et de se faire connaître un peu plus facilement, quoi. En commençant par les petits médias d'abord, puis en montant petit à petit. Ouais, ne pas négliger les petits. Ouais, parce que c'est via eux qu'après ça sert à rien quand on a 1000 auditeurs par mois d'aller voir Bouscapé ou Mehdi Maizi et de leur dire parle de moi. Parce que ça va être compliqué, quoi. Là où, en fait, c'est une question de patience et de faire étape par étape. Et au bout d'un moment, effectivement, Bouscapé ou Mehdi va peut-être commencer à s'intéresser au truc en voyant que, effectivement, il y a un écosystème médiatique qui s'intéresse à toi en tant qu'artiste. Mais ce qui est compliqué aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un poste, pas tout le temps, mais pour avoir un poste sur Rap Punchline, Payé, ouais. c'est ça, c'est que c'est payant aussi. Donc pareil, il y a une ligne budgétaire aujourd'hui qui se rajoute encore à tout ce qu'il faut payer avant. Donc ça, c'est compliqué. Après, des fois, Alvaro, aujourd'hui, il continue encore de donner de la visibilité. Justement, il se bat pour son média pour donner de la visibilité aux rappeurs, etc. Mais il y a encore un budget en fait, à rajouter sur ça. Donc Oui. on n'en finit pas. Oui, ça, c'est un autre sujet qu'effectivement, beaucoup de médias rap aujourd'hui se financent. Il y a eu des articles, des enquêtes qui sont sorties récemment, et tant mieux, en faisant payer les artistes pour qu'ils aient un article ou un post sur les réseaux. Et ça, effectivement, c'est un problème parce que ça dessert les artistes et je suis un peu un contre-exemple qui est malheureusement pas une généralité, mais à l'Abécédaire du son, on a en 25 ans, on n'a jamais fait ça, et si on aime un artiste, on en parle et c'est tout. Sachant que bon, voilà, mais ça, c'est heureusement, il commence à y avoir des enquêtes qui commencent à mettre ça au grand jour
Et j'espère que les médias vont arrêter de faire ça parce que tu trahis aussi les gens qui te lisent. Exactement. Parce que les gens se disent, bon, si tel média en parle, c'est qu'ils ont bien aimé, alors que des fois, c'est juste qu'il y a eu un chèque. C'est ça. Et je comprends que pour les artistes, il y a aussi ce problème-là. Et je pense que ça vaut même pas le coup de payer pour avoir un post sur un média rap. Parce qu'un seul post, ça changera rien, en fait. Ce qui est intéressant, c'est quand un journaliste ou un média a un coup de cœur pour toi et parle de toi sur le temps long, ce qui n'arrivera jamais. Quand tu mets un billet pour un post, puis ils vont même pas presque t'écouter, et puis voilà quoi. Mais ça peut faire... Pardon, vas-y. Ce sera le mec en plus qui a payé, le rappeur qui a payé. Oui, voilà. Mais ça peut faire la différence, par exemple, sur un jour de sortie, il y a énormément de sorties, etc. Mais du coup, t'as payé ton post, et donc t'as un Bouscapé ou un Rap Punchline qui va poster ta sortie à toi. Donc c'est là où du coup tu peux te faire ta différence. Mais comme tu dis, c'est pas représentatif à long terme dans tous les cas, quoi. Comme ça devient un peu compliqué aussi. Oui, c'est un peu de l'auto quand même, quoi. Exactement. Ce qui est dur aussi à jauger, c'est à comptabiliser, c'est l'impact réel qu'ont en fait justement les médias sur les ventes, quoi. Auparavant, il y a 20 ans, tu faisais un nulle part ailleurs dès le lendemain quand tu avais les tops du Snap. Là, tu regardais, il y avait 18 000 ventes d'un coup. Oui, bien sûr. Là aujourd'hui, ok, dans le visuel, il y a quoi? Il y a Quotidien, il y a C'est à vous. Ok, qu'il y a peut-être un mini impact et encore, je sais pas pour quel public, quoi, parce que c'est pas. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, c'est compliqué. Effectivement, là, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui commencent à faire payer. Moi, je me dis toujours que l'enfer, ça va être comme bientôt, il va falloir payer les éditeurs pour qu'ils te placent en synchro. Tu vois, c'est un peu le même truc. Ça rejoint ce que je disais. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus, ça n'a pas d'impact sur les ventes, mais ça a un impact sur l'image. Et donc, comment dire, par exemple, l'Abécédaire du son, pour qui j'écris, a une réputation d'être un média exigeant, qui va parler que d'artistes où il trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fort, etc. Et donc, à notre niveau, on sait que quand nous, on parle d'un artiste, on va avoir d'autres plus gros médias qui vont voir ça, qui vont se dire peut-être qu'on peut en parler, ça vaut peut-être le coup d'en parler, et donc ensuite peut-être qu'il y aura un article d'un journaliste de Libération, et là il y aura peut-être quelqu'un du service marketing d'une marque qui va voir qu'il y a un article dans Libé, et là il va se dire si une institution comme Libé en a parlé, peut-être qu'on peut nouer un partenariat avec cet artiste. C'est plus une histoire d'image, quoi. De caution, en fait. De caution, voilà. Plus que de vente directe, mais une présence médiatique dans certains médias, ça permet, je pense, de débloquer. Au bout d'un moment, ça peut jouer dans le moment où un responsable marketing d'une marque va se dire: est-ce que je choisis tel ou tel artiste, ou peut-être même à un festival. Ça joue énormément sur les festivals. Si un programmateur de festival, effectivement, cherche un petit artiste et il voit que tel petit artiste a eu une interview hyper longue dans l'Abécédaire, il va dire vas-y, on va peut-être le programmer en première partie. Là où pareil, un plus gros festival voit qu'il y a eu un portrait de tel artiste dans l'IB, et va se dire c'est qu'il est assez crédible, etc. Et on va peut-être le programmer. C'est plus là. En fait, je pense que les médias aujourd'hui ont plus d'impact en interne vis-à-vis des gens de l'industrie musicale que peut-être vis-à-vis du public, quoi. Non, ils font partie vraiment de l'image de l'artiste aussi. Voilà. On le prend en compte. C'est pour ça qu'il y a des attachés de presse aussi. Donc non, tout ça, on le prend en compte énormément. C'est ce qui montre aussi qu'un artiste, si on veut le rendre un peu plus populaire, on va aller vers tel média. Donc non, c'est important aujourd'hui. C'est une question de professionnalisation aussi. Ça donne un aspect vraiment professionnel quand il y a une interview, quand il y a un post, quand il est mis en avant. C'est plus simplement juste un artiste perdu parfois. Ça permet de te démarquer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours le même problème, globalement. C'est la même question permanente. Ok, du coup, on va passer aux questions. Si jamais vous avez des questions. Ouais. Moi j'ai une question par rapport à la régularité des sorties musicales. C'est vrai que ça n'a pas été évoqué, mais on entend souvent qu'il faut être hyper régulier dans les sorties musicales quand on est un artiste émergent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut vraiment suivre ce truc de quantité quitte à en délaisser la qualité? C'est pour toi. Oui.
La quantité, peut-être pas, mais il faut la régularité. Parce qu'en fait, le fait d'être régulier dans tes sorties, ça va créer en fait un certain lien avec les DSP, avec les Spotify, les Deezer, les Apple, etc. Donc ça montre qu'il y a un antécédent, que tu construis quelque chose. Donc avant de sortir un projet, c'est important vraiment de montrer ta couleur musicale aussi, pour pas arriver le jour de la sortie de ton projet, on ne sait pas qui c'est cet artiste, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc c'est important quand même d'être régulier dans tes sorties, de sortir un projet, de sortir un son tous les vendredis. Non, parce que comme tu dis, tu vas inonder en fait et ça va se perdre dans la masse. Mais c'est important d'être régulier pour travailler justement cette relation en fait avec les playlists, etc. Donc je peux ça. Oui, pour compléter. Attends, pour compléter, c'est vrai, effectivement, tu as complètement raison, je suis d'accord. D'autant qu'en plus, quand tu es un artiste qui débarque, en fait, personne t'attend, personne te connaît. Donc, exactement. en fait, c'est même l'occasion de faire ce genre de choses. C'est d'installer petit à petit, ça te fait de l'actualité. Ça permet aussi, si tu as envie d'être programmé dans des petites salles, tu as toujours au moins un truc qui va sortir au moment de ta date. Donc, ça permet aux programmateurs, aux programmatrices de se dire, ok, j'ai programmé, mais si c'est des coplateaux. Et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout quand tu démarres, il n'y a pas de règles, mais après, par contre, il faut toujours conceptualiser ton projet. Il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'il y ait une cohérence en fait entre tes sorties. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est toi le maître du jeu. Mais c'est vrai que en tout cas, quand tu démarres, je trouve que c'est le bon moment de faire ce genre de choses. Mais... Après, moi, je pense qu'il ne faut pas sortir du son pour sortir du son. Exactement. Ah non, bien sûr, ouais, ça jamais, ouais, non, de ouf. C'est vrai qu'il faut être régulier et avoir un petit truc, je sais pas, derrière, genre un visu, genre qui vienne construire, comme tu disais, un projet peut-être plus global. Et genre, par contre, je pense le spam, entre guillemets, peut-être pas sur Spotify, mais sur les TikTok, tout ça, ça marche bien parce que tu peux faire 10 vidéos, il y en a une seule qui va blow, donc je pense en vrai, c'est peut-être plus intéressant au niveau du contenu plutôt qu'au niveau de la musique en elle-même. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que du coup, si tu sors une musique sur TikTok sans la mettre, enfin après ça dépend le temps, etc. Ouais. Mais que tu la sors pas sur les plateformes elles vont bouder parce qu'elles vont dire ah mais tu fais de la musique là-bas, mais par contre tu viens pas la mettre sur les plateformes. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un truc de code à avoir si tu sors ta musique sur Instagram ou TikTok, faut que ça fasse 29 secondes et pas plus parce que du coup sinon les plateformes considèrent ça comme un vrai son et elles vont bouder si tu les mets pas sur les playlists. Donc c'est pour ça que il y a vraiment une stratégie à avoir sur avant ton projet, qu'est-ce que tu sors, comment tu le sors et où tu le sors quoi. Donc par exemple sur Dinos, je sais que quand on sort Hiver à Paris, avant on a sorti 3 EP juste avant la sortie, donc c'était dans la même année. Je crois que les EP c'était février, début d'année, et le projet sort en fin d'année. Donc la sortie s'est bien passée, pardon. Mais quand on sort Kintsugi l'année dernière, on n'avait rien sorti comme projet avant. Et on a vu la différence avec les DSP justement sur ce fait qu'on n'a pas travaillé de relation avec eux, alors qu'on a déjà sorti des projets, ils connaissaient l'artiste, etc. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de jouer ce professionnalisme avec eux, cette relation, etc. quoi. Et quand tu parles de la relation avec ta DSP, c'est-à-dire les algorithmes ou ceux qui font les playlists au sein de... Ceux qui font les playlists au sein des plateformes. Ouais. Non, vraiment avec eux, leur montrer que... je sais pas, tous les trimestres, ils voient qu'il y a un son qui arrive. Ça veut dire qu'il est en train de construire quelque chose. Ils n'ont pas vu le premier son passer, ils vont voir le deuxième. Du coup, ils vont essayer de se renseigner. Cet artiste, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Ils vont prendre le temps. C'est vraiment derrière. On a de la chance quand même que quelque part, on parle encore à un humain aussi. Donc, comme il y a Narges qui fait les playlists ou Medji, on a de la chance de les avoir encore aujourd'hui. Donc, il faut en profiter. Ouais. Pour revenir sur la fin de la discussion sur les médias et tout, est-ce que vous pensez que la stratégie, j'ai l'impression qu'il se popularise en ce moment, en tout cas dans le rap, de ne pas donner d'interview, de faire le fantôme, de ne pas parler, de ne pas faire de story, de ne pas interagir sur les réseaux? Écoute, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est en train d'un peu... on a eu beaucoup ça là de 2020 à 2023, 2024. Et j'ai l'impression que les artistes commencent à un peu en revenir. Je l'ai vu, en tout cas à mon niveau, récemment. On a eu plusieurs artistes qui ne voulaient pas faire d'interview, qui sont venus nous voir à l'Abécédaire pour faire leur première interview. Moi, je trouve ça bien, en fait, honnêtement, et je ne devrais pas dire ça en tant que journaliste, je trouve ça bien de le faire au début, les premières années, parce qu'en général...
t'es pas forcément toi-même en tant qu'artiste, tu sais pas exactement à 100% où tu veux aller au début. Et je pense que ça peut être une erreur de commencer à parler au bout de un EP. Après, faire le mystérieux pour le mystérieux, ça, au bout d'un moment, je pense que tu atteins un plafond de verre. Dans le sens où, comme on disait, les gens ont un peu envie de savoir quitter. Et je pense que sur le court terme, ça peut être intéressant pour créer un petit mystère autour de toi, etc. Mais au long terme, ça peut te desservir. Et je sens que les artistes, c'est vrai que c'était un peu une mode là de 2020 à 2024 environ, commence à un peu revenir là-dessus et je vois plein d'artistes qu'on a découvert ces 4 dernières années, commencer à faire leurs premières interviews. Enfin là, rien que depuis le début de l'année, on a Jeune Crack qui a fait ses premières interviews, Asinine qui a fait sa première interview, Maero qui a fait ses premières interviews aussi. Et je sens aussi que les attachés de presse disent, ben oui, au bout d'un moment, si tu parles jamais, tu vas avoir tes fans à fond qui sont des diggers qui vont continuer à t'écouter, mais ça va être dur de te faire entendre ailleurs, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est en train de changer. Moi, je suis journaliste, donc je suis content. Et peut-être que et là, par rapport à ce que je vais dire juste après, peut-être que j'ai un biais parce que je suis journaliste. J'ai quand même l'impression que ne jamais parler, ça te crée un plafond de verre quand même. Même si je pense que c'est pas une bonne idée non plus de parler dans tous les sens. Mais je trouve que aujourd'hui, pas faire 36 000 interviews, mais en faire quelques-unes qui sont des belles interviews, qui sont longues, où tu parles vraiment de ce que tu fais, je pense que c'est la meilleure stratégie à avoir. Parce qu'il y a tellement d'artistes, tellement de choses qui sortent que les gens ont besoin de savoir qui est la personne, un peu au minimum, qu'est-ce qu'elle pense et comment elle a pensé son album pour vraiment ensuite aller l'écouter, quoi. Mais je trouve que cette mode, on est en train d'un peu en revenir, en tout cas là, depuis le début 2025. Je vois de plus en plus d'artistes qui parlaient pas se mettre à parler, quoi. Je peux rajouter un truc. Je pense qu'en vrai, même si tu regardes même pas l'interview, juste le fait de voir un artiste à l'interview, ça te fait te dire inconsciemment, ah ouais, le mec, il est en train de faire ses trucs, il est invité et Oui, tout. grave. Et même sans consommer l'interview, donc t'as même pas le billet de ce que le mec dit, enfin la personne. Donc je pense que c'est intéressant de faire des interviews. Moi, j'avais juste une question par rapport au fait que justement on demande beaucoup plus aux artistes, quand même d'être beaucoup plus pluridisciplinaires en quelque sorte, de savoir faire la communication, etc. Est-ce que ça creuse pas un problème social aussi, parce que tout le monde ne peut pas se permettre aussi de... Enfin, quand je pense à... justement, quand dans les démarches pour les résidences en général, j'ai l'impression qu'il maintenant, effectivement, il n'y a plus que la musique qui compte, il faut aussi avoir plein d'autres choses, des vidéos, des choses comme ça, ce qui demande en réalité aussi des financements. Déjà, pour faire une vidéo, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des gens à qui parler, le fait de savoir aussi à qui s'adresser, tout ça. Toutes ces questions-là, c'est des choses qui creusent un peu Est-ce que finalement, ça n'encourage pas, je veux dire, une certaine classe privilégiée de pouvoir accéder justement à une découvrabilité, pendant que si on n'a pas les ressources pour savoir filmer un truc, même savoir parler, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas comme ça. Est-ce que tout ça, ça creuse pas justement une espèce de problème social dans la musique où maintenant on est obligé d'être privilégié, parce que même tout ça, si on travaille en même temps, moi j'ai plein de groupes que je connais, ils travaillent tous à côté. Il faut avoir certains travaux pour ensuite pouvoir en fait avoir le temps de non seulement faire la musique, mais en plus produire tout ça, savoir faire du contenu. Je sais pas, mais pour mixer une vidéo, savoir faire des mix, tout ça, c'est des choses qui demandent énormément d'argent, énormément de temps, et que tout le monde ne peut pas se permettre. Est-ce que c'est pas un truc qu'on pourrait... Je me demande si c'est pas un problème qui se creuse en fait avec ces demandes qu'on demande aux artistes, et on n'a pas trop parlé pour l'instant.
Oui, on a un peu évoqué au début, mais effectivement, oui, effectivement, en soi, ça crée des inégalités, hein, de base. Le fait déjà de, bah voilà, est-ce que tu nais dans une famille de mélomanes? Est-ce que tu as des parents musiciens? Est-ce que, en fait, tu as été au conservatoire? Est-ce que tu as l'argent pour payer le conservatoire? Donc, est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu es un ou une artiste autodidacte? Effectivement, là, tu parlais de résidence, de demande de résidence. Ça coûte de l'argent. De toute façon, c'est une industrie, notamment le spectacle vivant, qui coûte énormément d'argent. Et c'est vrai que, en fait, moi, c'est dans ton discours, moi, il y a un truc enfin, ça m'évoque un truc, c'est que en fait, on en revient toujours au même problème pour moi. C'est en fait la différence entre un artiste qui est en train de livrer une intimité, qui est composé dans sa chambre, etc., qui se retrouve confronté à un business, en fait, à une industrie qui fait de l'argent sur cette intimité. Et déjà, je trouve qu'on est en dissonance par rapport à ce que l'artiste est en tant que artiste, quoi. En fait, je suis artiste parce que j'ai envie de m'exprimer par ce biais. J'ai envie que les autres me comprennent, parce que je suis persuadé que les sentiments que j'exprime peuvent intéresser les autres, etc. Mais voilà, c'est qu'en fait, ça reste un business. C'est le programmateur, il a besoin de remplir sa salle parce qu'en fait, une salle de concert de 300 places, ça coûte 1 500 € dans les frais de base. Avec, faut payer les ingés son, lumière, les ingés d'accueil, les personnes qui s'occupent de la sécu. Enfin, je sais pas, tu vois ce que ça. Vous faites des budgets, j'imagine, peut-être dans le cadre de vos études. Mais c'est vrai que c'est voilà. Et en fait, à chaque fois, les personnes qui en pâtissent, c'est les artistes. Après, c'est vrai que, étant donné qu'il y a de plus en plus d'artistes, on demande aux artistes de plus en plus de choses. Il faut qu'ils soient auto-entrepreneurs, entrepreneuses. Il faut qu'ils savent faire des budgets sur leurs propres projets. Il faut qu'ils soient à la fois attachés de presse, communicants. Enfin, il faut tout faire, tu vois. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et par chance, oui, parce que parfois, il y a de la chance. Il y a des artistes qui arrivent à rentrer dans un environnement, à s'entourer de personnes qui ont la même vision, etc., et qui sont vraiment en support de leur projet. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est pas facile. On en demande trop aux artistes. Enfin, à mon sens. Mais on fait partie d'un système, et notamment les réseaux, et notamment les plateformes, et voilà, je sais pas ce que sera l'artiste du futur, à part l'IA. Non, c'est pas vrai. L'IA générative. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et par contre, est-ce que je finis, hein, désolé, je prends un peu trop la parole, mais sur le fait de travailler. Alors ça, par contre, c'est vraiment une question que j'ai avec des échanges avec les artistes avec lesquels je bosse, parce qu'on est dans un modèle français qui est très préservé avec l'intermittence, voilà, etc. Par exemple, pour moi, l'intermittence, contrairement au système anglo-saxon, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément positif dans la créativité. C'est-à-dire que à partir du moment, en fait, il faut que tu travailles. L'intermittence, c'est que tu travailles, c'est un chômage. Tu travailles pendant 1 an, tu fais tes heures, et après, en tant qu'artiste, tu dis, ah bah c'est cool, j'ai travaillé, j'ai fait des petites figurations alors que je suis musicien, machin, je fais des trucs, maintenant je vais pouvoir travailler sur mon projet. Mais en fait, non, tu peux pas, parce que tu dois continuellement, en fait, rattraper tes heures pour que tu sois payé l'année d'après, etc. Je trouve que ça n'a pas forcément une incidence positive sur la créativité. Le fait de travailler à côté, je pense que c'est en fait, quand on regarde dans la masse, par exemple, même des étudiants, c'est des inégalités des chances. En étudiant, il y a des gens qui font leurs études, ils sont obligés de travailler à côté, d'autres pas. Malheureusement, c'est la société qui est comme ça, quoi. Et c'est pareil pour la musique. Après, je trouve que malgré tout, parfois, la vie d'artiste peut être tellement dissolue que le fait d'avoir un travail à côté, ça permet de cadrer. Ça te permet de cadrer les moments où tu vas faire de la musique, les moments où en fait tu vas voilà, t'autoriser à créer, à faire et à monter ton projet. Après, il faut se rassurer, la musique, les artistes en feront toute leur vie. Le fait de faire de l'argent dessus, ça c'est un autre sujet. Mais faut se rassurer aussi, hein, les artistes continuent. Hein. Voilà, pour donner une petite note positive. Je sais pas ce que vous voulez rajouter. Bon, c'est nickel, merci beaucoup. Hein, en tout cas. Merci à vous.